États généraux permanents de la poésie. Et pour 2022, le thème que nous avons retenu, c'est celui de la pensée du poème. Nous recevons ce soir Judith Balzo, Jean-Louis Giovannoni et Gérard Pommier. Et pour tempérer cette rencontre, Manu Farine, à laquelle je laisse la parole. Bonsoir, bienvenue. Merci à toutes et tous pour votre présence donc, à cette 5e édition des États généraux de la poésie, devenus donc États généraux permanents. Il va être question ce soir de la pensée du poème, qui est un vaste sujet, s'il en est, ou hypothèse, ou question, ou conflit, à voir donc avec nos 3 invités que je vous présente rapidement, si ce sont des habitués du marché de la poésie. Judith Balzo, cofondatrice et co-directrice de l'École des Actes, philosophe, écrivaine, professeure, qui a notamment mené des séminaires sur le thème de philosophie et poésie, ça tombe bien, au Collège international de philosophie. Rien d'étonnant alors à ce que Pasolini, Rimbaud, Pessoa, notamment, comptent parmi ses phares. On lui doit d'ailleurs un Pessoa, le passeur métaphysique, paru aux éditions du Seuil, et un ouvrier Hölderlin qui est attendu pour bientôt, pour la rentrée, je crois, aux éditions de Nous. À ses côtés, Gérard Pommier, psychiatre, psychanalyste, professeur, poète, même si c'est souvent secrètement, auteur d'un essai paru en 2020 aux éditions Galilée sous le titre « À double face de la poésie brûle ». Incendiaire, donc, ou incendier, la poésie est en tout cas pour lui au commencement, on verra ça ensemble tout à l'heure, ou dit autrement, nous naîtrions tous poètes avant que la pensée ne vienne mettre un terme au chant. Et enfin, Jean-Louis Giovannoni, poète, traducteur, notamment de Pessoa, décidément, longtemps, c'est-à-dire 35 ans, assistant social en hôpital psychiatrique, ce qui n'est pas sans lien avec son écriture, et une œuvre poétique qui s'ouvre en 1974, si je ne dis pas de bêtises, avec Gardez les morts, suivi d'une trentaine d'ouvrages. Je pense notamment à Ce lieu que les pierres regardent, je pense au traité de la toile cirée, plus récemment à Sous le seuil, encore plus récemment un roman intérieur, comme il le nomme lui-même, paru aux éditions Une, soit 6 mois d'observation quotidienne dans l'échangeur souterrain de la gare Saint-Lazare. Et si on parle d'intérieur, il faudra bien parler d'extérieur, c'est aussi un petit peu notre sujet du jour. Et c'est une partie de ce qui se joue dans cette hypothèse de la pensée du poème, dans ce du qui sépare pensée et poème. Je reprends, Judith Balzo, la première question que vous posez dans le texte que vous avez donné pour le marché de la poésie. Comment faut-il entendre ce du? Un du qui dirait le poème comme pensée ou pensant, ou qui dirait la pensée à partir du poème. Judith Balzo, en quelques mots. Ah, avec le micro, c'est mieux. Je pense qu'il marche. Écoutez, la question de la pensée du poème, c'est une question qui est venue pour moi avec Pessoa. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que on peut considérer que l'ensemble de son œuvre est en réalité une poésie qui est une pensée de la poésie comme pensée. Donc c'est au carré. Je commence par une grande louche de pensée. Ensuite, je pense qu'il est extrêmement important qu'au lieu d'opposer, comme on fait toujours, les sensations, le monde de l'affect, le monde de l'irrationnel ou de l'inconscient à la pensée, je pense que de même que la psychanalyse nous a appris tout de même que ça pense là où on ne croirait pas que ça pense, là où on ne le sait pas souvent, dans beaucoup de lieux étonnants, qui sont des lieux du corps, ou des lieux comme les rêves, les lapsus et autres choses, eh bien je pense que la grandeur du poème, aujourd'hui, ça doit être aussi de nous apprendre autre chose sur la pensée. Et de ce point de vue-là, je voudrais verser tout de suite
notre discussion, un poème du gardeur de troupeau, donc je reste avec Pessoa pour l'instant, qui est le suivant. C'est le poème 9 du gardeur de troupeau. Et c'est un poème qui dit « Je suis un gardeur de troupeau. Le troupeau, ce sont mes pensées. Mes pensées, ce sont toutes des sensations. Je pense avec mes yeux, avec mes oreilles, et avec mes mains, et avec mes pieds, et avec ma bouche, et avec mon nez. » Donc vous voyez que dans ce poème, il n'y a pas d'opposition entre la pensée et les sensations. Au contraire, il y a l'hypothèse qu'on peut penser aussi avec sa bouche, avec ses pieds, avec ses mains, avec son nez, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, de la même manière. En fait, la question c'était de quoi parle-t-on quand on parle de la pensée du poème. Donc justement, là, c'était en partant effectivement avec ce petit but qui à double face lui aussi, qu'on peut lire, enfin qui est un but ambivalent, qu'on pouvait lire de deux manières différentes. Évidemment, vous avez répondu par Pessoa. Jean-Louis Giovannoni dit qu'il avait traduit à plusieurs reprises Pessoa, je ne dis pas de bêtises, aux éditions 1. Je crois que ça marche tout seul. Ça marche tout seul? Oui, enfin, chez Pessoa, j'ai l'impression que il y a effectivement cette idée au carré, vous avez raison, puisqu'on pense pour dépenser, j'allais dire, c'est-à-dire pour enlever la pensée, puisque Pessoa, tout en étant extrêmement intellectuel, hein, n'oublions pas que c'est Alberto Caer, qui est l'hétéronyme du paysan, le berger, le gardeur de troupeau, hein, qui énonce ça dans une langue assez rude et lourde, hein, quand on sait que Pessoa est un styliste de première. Et il insiste beaucoup effectivement sur cette façon, finalement, la nature n'a pas besoin de nos pensées, quoi. Elle n'a pas besoin de nous non plus, quoi, grosso modo, pour être. Hein. C'est quand même très important, ça, chez Pessoa. C'est-à-dire que finalement, il déconstruit, c'est un mot que j'aime pas trop, hein, mais qui déconstruit finalement la pensée dans le poème. Il passe son temps à faire ça, en tout cas dans tout ce qui est de Caer. Hein. Mais Gros des Campos aussi fait ça, hein, d'autres hétéronymes, grand hétéronyme. Donc il y a, c'est d'une ambiguïté totale, hein, c'est Pessoa, hein, dans la mesure où ça pense énormément. S'il y a un penseur, c'est bien lui. Hein, mais c'est pour dire qu'il y a dans la poésie, finalement, autre chose que de la pensée. Et vous avez raison. Façon de penser. Oui, vous avez raison de souligner qu'il y a même tous les sens. Il insiste énormément en gardeur de troupeau sur cette présence de tous les sens qui nous renseigne, qui tente de nous renseigner et non pas d'enfermer la chose qu'on voit ou qu'on a devant soi. Alors peut-être juste pour terminer ce premier petit tour introductif, Gérard Pommier, sur ce que vous évoque cette idée de la pensée du poème, hein, puisque dans une petite note que vous nous avez adressée avant, pour la préparation de cette table ronde, vous l'avez titré le poème ne pense pas. Oui, en effet. Si, ça marche. Ça marche, d'accord. Parce que bon, c'est vrai, c'est de grands écrivains, je dirais, comme Pessoa, d'un particulier essentiellement une dimension poétique. En même temps, c'est clair que ce sont des gens. Donc, il y a beaucoup de pensées dans Pessoa, c'est vrai. René Char, c'est encore pire, c'est presque des aphorismes présocratiques. Et dans Yves Bonnefoy, par exemple, il y a beaucoup de pensées. Mais enfin, généralement, ça se termine avec un petit truc poétique qui change complètement la donne.
Donc on peut avoir l'impression comme ça que la poésie pense. Alors, moi je ne fais pas tout à fait les choses de cette manière, c'est-à-dire la pensée du poème, il y a ce du, ce génitif, subjectif ou objectif, et je ne prendrai que dans un seul sens, pour dire que la poésie fait penser, mais le contraire n'est pas exact. C'est-à-dire que c'est pas repose-poil. Je veux dire par là que la poésie est à l'origine de la pensée, elle est la mère de la pensée, pour des motifs qui tiennent à mon dernier métier de psychanalyste et du repérage de à quoi sert la parole, à quoi sert la pensée, à quoi elle sert. Elle sert à recouvrir notre poésie. Je dirais, bon, la poésie, c'est un peu comme la tête tranchée d'Orphée qui continue à chanter. Elle chante bien que la parole soit tranchée. Voilà. Donc c'est une image comme ça, un peu à la guillotine pour bien marquer quand même qu'il y a une antécédence de la poésie sur la pensée, et cela, je dirais, pour des raisons qui, une fois encore, tiennent à mon dernier métier. C'est quoi? C'est que tous les enfants du monde, quand ils commencent à babiller, ils babillent, et puis à un moment donné, ils disent deux mots dans toutes les langues. Papa et maman. Et voilà, ça c'est les deux plus petits haïkus de la poésie. Je dirais, à partir de ça, c'est l'origine de la subjectivité, à partir de laquelle on pense, on peut penser, mais c'est parce que le sujet existe déjà grâce à la poésie. Alors c'est vrai qu'ensuite la poésie est enterrée par la parlotte, le bafouillage, les racontards, etc. Mais par en dessous, il y a toujours, je dirais, de la poésie qui permet au sujet de naître. Mais ça lui permet de naître, c'est la condition de la pensée qui ne peut pas se penser elle-même, puisque c'est avant, c'est la condition même, ce qu'il y avait au début. Bon, je ne sais pas, peut-être que j'en dirai plus long tout à l'heure. Pourquoi faudrait-il que... Alors je n'ai pas très bien compris si c'était la pensée qui recouvrait la poésie ou la parlotte, comme vous dites. Donc ça veut dire que vous opposeriez, vous allez même plus loin, parce que d'ailleurs tout à l'heure, quand vous avez commencé à prendre la parole, vous avez dit à propos de certains poètes que c'était même pire que Pessoa. Donc ça veut dire que ça serait la pensée contre la poésie, pour vous. Oui, la pensée recouvre la poésie. Nous sommes tous des poètes clandestins. Nous avons des rimes dans la tête qui apparaissent surtout pendant les rêves. Mais quand nous nous réveillons, on commence à penser et du coup on oublie complètement nos rêves, c'est-à-dire notre poésie intime. Les rêves, ça sert à ça, à faire rimer le présent avec le passé, l'enfance avec l'adulte, le masculin avec le féminin. C'est ça, le rêve parle par symbole qui, je répète, qui permettent de faire rimer le présent, le passé, l'infantile, l'actuel, et c'est complètement recouvert au réveil. Pourquoi c'est recouvert? J'ose à peine le dire, pourquoi c'est recouvert. Parce qu'au début, c'est ce qui s'est passé avec les premiers babilles, le premier chant, la première poésie, c'est par amour. C'est par amour. Or, au départ de la vie, cet amour, c'est un amour ambivalent. Je vais avoir de la peine à dire le mot, mais je vais le dire quand même. C'est qu'il est marqué par un désir incestueux. Et c'est pour ça que la pensée court le plus vite qu'elle peut pour recouvrir notre poésie intime avec ce qu'elle comporte de demande d'amour, on peut dire.
Voilà. Julie Balzo, et là, je crois que vous voulez intervenir. Pardonnez-moi, là, chaque fois qu'on remplace le poème par la poésie, on entre dans ce genre de proposition, à mes yeux, tout à fait arbitraire sur la généalogie des choses entre la pensée et le poème. Il s'agit de savoir si on est d'accord sur le fait qu'on parle des poèmes, de l'art du langage que représente le poème, ou si on parle de la poésie en général. Dès qu'on commence à parler de la poésie en général, pour moi, on peut dire absolument tout et n'importe quoi en réalité sur la poésie. On peut dire qu'elle précède la prose, d'autres soutiennent que la prose est antérieure au poème, on peut dire que c'est la subjectivité initiale, on peut dire aussi que en fait elle est très inférieure à la pensée, enfin toutes les choses peuvent être énoncées et leur contraire. Donc moi je pense qu'il faut s'en tenir sérieusement à la question du poème en tant que c'est une œuvre. C'est pas simplement le balbutiement de l'enfant ou notre poésie intérieure liée au rêve. Nos rêves ne produisent pas, de manière générale, des poèmes. En revanche, ce qui est vrai, ce qui est juste, c'est que le poème, et beaucoup de poètes en ont parlé, surgit souvent comme une expérience intérieure qui est, au départ, curieusement, sans nom. Mandelstam, par exemple, décrit très bien comment ça commence plutôt comme une sorte de bourdonnement, comme ça, intérieur. Quelque chose qui monte, et puis qui finit par trouver une forme. Mais une forme dans laquelle la pensée, au sens où Gérard Pommier en parlerait, n'intervient pas directement. C'est pas une pensée en ce sens-là. C'est une pensée qui va être simplement une pensée capable de laisser passer ce qui, dans le poème, est réellement quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient de quelque chose d'étranger au poème. Toujours. Ça vient de quelque chose d'intérieur. Ce que vous appelez quelque chose, chère madame, c'est quoi? C'est le poème lui-même quand il surgit. Et tant qu'il n'a pas surgi, ce qui est intérieur, personne ne sait ce que c'est. Quand Mandelstam dit les hirondelles tournent et retournent dans les enfers et Orphée ne doit pas se retourner, il a raison. Si vous prenez l'image d'Orphée, pourquoi Orphée ne doit pas se retourner selon Mandelstam? C'est parce que s'il se retourne, il va voir quelque chose qu'il ne peut pas voir, précisément, parce que ça vient de lui d'une manière. Mais peu importe, c'est quoi? C'est le poème. C'est le poème. Avant le poème, il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses et il n'y a rien, en un sens. Mais si, il y a le désir, il y a l'amour. Oui. D'accord, le désir, l'amour, la pensée aussi. Beaucoup de choses. De l'angoisse, beaucoup de choses. Bon, je vais intervenir sur tout à fait un autre champ. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Je pense que moi je ne parlerai pas de la poésie en général, mais je vais parler de mon expérience poétique, puisque moi je suis poète. Voilà. Il y a une chose importante. Quand je commence à écrire quelque chose qui va vous intéresser, j'appellerais ça, il y a d'abord ce que j'appellerais une image mère, une matrice, c'est-à-dire un mot quelquefois, un mot, mais qui a une puissance totale. Puissance totale, c'est-à-dire il est inépuisable. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se dessiner, qui va se mettre en place. Et ce qui est important dans l'écriture pour moi, c'est de savoir accueillir cela, le laisser aller. Je suis d'accord avec vous, il y a des interdits, je ne sais pas si c'est le surmoi ou votre bidule qui nous interdit, mais en tout cas, il y a sûrement un effet de peur. C'est-à-dire quelque chose, on peut dire quand même sans vraiment se lancer trop loin, quelque chose de l'inconscient se met à suinter, je vais dire peut-être pas à parler, parce que je ne sais pas si de l'inconscient se met d'un seul coup à parler dans le poème en disant mon gars, tu vas écrire ça, c'est pas sûr, je crois pas. D'autant plus qu'il nous joue des tours l'inconscient, il nous dit c'est là, alors c'est là-bas, on ne peut pas perdre. Il y a quelque chose, ce qui est très difficile dans l'écriture poétique, c'est de pouvoir accueillir, mais c'est pas seulement ça, on croit qu'on voit, mais on ne voit pas forcément. Moi j'ai mis des années quelquefois à saisir quelque chose
qui était répété jusqu'à l'usure, et je ne le voyais pas. Donc, pour pouvoir saisir quelque chose, il faut pouvoir être en adéquation à ce moment-là avec ce qui se passe. Et s'autoriser, c'est vraiment le mot moi, qui m'importe le plus, s'autoriser à pouvoir suivre cette affaire. Cette affaire qui peut être en complète contradiction avec le projet, parce qu'il y a quand même du projet dans l'écriture, on ne part pas comme ça, on dit oh, je fais n'importe quoi, puis ça va aller, non, pas du tout. D'autant plus que le travail du poème, parce qu'on oublie toujours de parler de ça, on a l'impression que c'est toujours un premier jet, mais il y a un travail. C'est dans ce travail, quelquefois, que se pointent les éléments les plus secrets de ce que vous ne voulez pas voir, entendre, qui se pointent. Est-ce que je vais les voir, pas les voir? Voilà. Première chose. Deuxièmement, il y a dans le poème quelque chose de très important, c'est ce qui est sous-entendu. Tout n'est pas dit dans le poème. C'est la différence peut-être même avec la prose. La prose essaye d'épuiser, essaye de contourner, de dire tout l'élément. La poésie suspend quelque chose, laisse entendre quelque chose, laisse la place au lecteur en fait. C'est ça qui est assez extraordinaire. Enfin, moi, en tant que lecteur de poète, pas des miens. Ouais. Donc à la fois, je comprends tout à fait ce que vous dites par rapport. Il y a quelque chose effectivement dans l'attention vers. Il y a quelque chose de l'amour, effectivement. Il y a quelque chose d'envie de donner quelque chose dans l'adresse. Il y a un élément comme ça. Je donne quelque chose à quelque chose qui est à l'horizon. Qui est un horizon qui n'est pas nommé. Il n'a pas de figure. Il n'a pas de figure. Il c'est moi, mais avec beaucoup d'autres personnes. Mais il y a tellement une puissance de vouloir dire, parce que quand même, pourquoi s'emmerder pendant des années à écrire des poèmes s'il n'y avait pas un moteur puissant qui anime le poète, les poètes, c'est quand même des heures. Bon, en fait, un poète passe son temps à écrire, même quand il n'écrit pas. Il est toujours en train de penser à quelque chose, cet endroit-là. Donc il y a quand même quelque chose dans ce que vous dites, monsieur Collier, qui me parle un peu, moi, de ça. Aussi, ce que vous dites me parle. Ce que vous dites me parle. Surtout la façon dont vous avez introduit vos remarques de poète, c'est ce que vous avez introduit par la vision. C'est-à-dire, il y a une vision qui est préalable. Et je dirais que s'il y a une pensée du poème, elle court après la vision, et non seulement elle court après la vision, mais elle fait tout ce qu'elle peut pour la recouvrir, la vision. La chose qui se voit, la première chose qui s'est vue, c'est quoi? C'est qui? C'est le visage de la mer. C'est vraiment quelque chose qui illumine le cerveau et qui déteint sur toute la vision. Nous voyons avant de dire, et au bout de dire, eh bien, qu'est-ce que disent la plupart des gens quand ils n'arrivent pas à dire, justement? Parce que le dire, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est une demande d'amour, il y a quelque chose qui, à la fin de ce qu'on dit à quelqu'un, on n'arrive pas à le dire. Qu'est-ce que vous entendez, mais alors tout le temps? C'est la phrase suivante. Vous voyez ce que je veux dire. C'est la maman, ou au bout de c'est le moment. J'ai dit c'est la maman, c'est marrant. Maman. Bon, c'est le moment où la poésie reprend ses droits. La pensée, le vouloir dire, les efforts pour dire, ce que Lycophon, poète contemporain d'Aristote, disait dans son poème Alexandra, il disait je dirais. Et jusqu'à la fin du poème, il n'arrive pas à dire. Il y a ce qu'il appelle une obliquité du dire. Et c'est dans l'obliquité du dire qu'il y a le voir qui vient en quelque sorte scander la parole partout où elle n'y arrive pas. Alors,
Bon, madame, vous êtes. Je voudrais dire encore un mot juste. Vous êtes linguiste, je crois, non? C'est pas ça du tout, hein, je me trompe complètement. Ça fait rien. Mais je vais dire quand même, c'est que cette différence entre le voir et le dire, ben, ça n'est rien d'autre que ce que Saussure a présenté comme algorithme, c'est-à-dire le signifiant sur le signifié. Sauf qu'il n'a pas indiqué la dynamique du vouloir dire. Pourquoi voulons-nous dire, pas dans le vide, à quelqu'un? Notre pensée, puis notre parole s'adresse toujours à quelqu'un. Mais bon. Pour essayer peut-être de dépasser cette opposition que vous feriez entre, alors si j'ai bien compris plutôt donc la poésie et la pensée, on va essayer de se recentrer effectivement sur le poème, mais à entendre ce que vient de dire Jean-Luc Giovannoni et même Gérard Pommier, est-ce qu'on pourrait dire malgré tout que, alors comme le dit Badiou par exemple, la poésie court très vite et qu'il y aurait quand même au fond, le poème irait quand même plus vite que la pensée? Il y a des pensées qui vont extrêmement vite. La pensée dans les mathématiques, elle va peut-être encore plus vite que dans les poèmes. Je ne sais pas si on peut faire une course entre les pensées, ça me semble une étrange idée. En plus, comme vous disiez, un poème, ça peut être très long avant que ça émerge. Ça ne dit rien de ce que sera finalement le poème, de savoir s'il sera réussi ou pas réussi, ou à moitié réussi. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on pourrait, là encore, verser à notre discussion un autre poème, un poème de Mandelstam cette fois, qui décrit la même expérience dont vous parlez, et qui en fait un poème. C'est un poème, un ensemble de poèmes fameux qui s'appelle les 8 1. Ce sont des poèmes de 33 et 34. Et c'est un poème qui décrit la manière dont justement le poème surgit. Donc je vous le lis. J'aime voir la toile apparaître, qu'en faisant suite à 2 ou 3 halètements, 4 peut-être, un seul souffle remet tout droit. Et traçant des formes ouvertes, tels des voiliers courant sur l'eau, l'espace joue dans son sommeil, enfant qui n'eut pas de berceau. Ce que j'aime beaucoup dans ce poème, qui décrit comment justement il y a une espèce de mouvement de surgissement du poème, c'est aussi l'idée enfant qui n'eut pas de berceau. C'est-à-dire que le poème, il n'y a pas de préalable au poème. En réalité, il y a une espèce d'immense remue intérieur, de rencontres de toutes sortes, mais quand le poème surgit, il surgit dans sa nouveauté, dans sa puissance et dans sa nouveauté. Et ce que je voulais dire par rapport à votre expérience, c'est mon expérience en tant que lecteur. C'est-à-dire, je pense que quand on lit des poèmes, précisément, quand on est frappé par un poème, on l'est, je pense, comme le poète est lui-même frappé par le surgissement du poème. La rencontre est du même type. C'est une rencontre dans laquelle, tout d'un coup, quelque chose vous parle, et souvent, vous ne savez pas tout de suite qu'est-ce que c'est qui vous parle. Moi, j'ai l'expérience d'avoir, par exemple, comme ça, des poèmes comme Ami, pendant des années et des années. Et puis, un jour, tout d'un coup, le poème, c'est comme s'il prenait la lumière et comme si je comprenais plus profond ce qu'il porte, ce qu'il dit. Et à ce moment-là, le poème devient comme une partie de moi-même. Enfin, il entre en moi comme quelque chose qui va vivre tout le temps avec moi. Et ça, je pense que ce que les poètes éprouvent quand ils écrivent, le lecteur de poèmes l'éprouve quand il le lit, je crois. En tout cas, c'est en tant que poète, c'est ce que j'aimerais que ça se passe. D'autant plus que quand j'étais gamin, quand j'ai commencé à écrire, ma devise était « je voudrais que ma poésie touche le lecteur », c'est en sens émotionnel, mais aussi palpable, touche physiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, cette sensation dont vous parlez, qui arrive chez le poète, il arrive aussi chez le lecteur.
ma rencontre, moi, je suis né à la poésie en lisant, je lisais plein de choses, et en lisant Guy Vic sur un des poèmes qui s'appelle Charnier, qui sont à la fin d'Exécutoire. Et tout à l'heure, quand je lirais le poème, il y avait des extraits dedans de Guy Vic. Donc je lisais Michaud, Bousquet, enfin tout là en même temps. C'est ce poème-là qui a déclenché quelque chose qui était vraiment fondamental dans ma vie. Donc, effectivement, ça peut aller très très loin, cette affaire de rencontre. C'est un problème de rencontre, hein. Il faut bien le souligner. Hein. Pourquoi faudrait-il alors que le poème pense? Il n'y a aucune obligation, il y a d'ailleurs des poèmes qui ne pensent pas, à mon avis. Mais ce qui m'importe, alors un poème qui ne pense pas. ce qui m'importe, ben, par exemple, un poème peut être simplement dans le pur son. Il y a des poèmes qui sont des poèmes de la sonorité. Il y a tout un courant poétique aujourd'hui qui travaille dans ce sens-là. Mais ce qui m'importe, c'est de façon beaucoup plus large, si vous voulez, le fait qu'il y a dans les poèmes une espèce de trésor enfoui qui est très loin d'être partagé. Et pour moi, l'idée qu'il y a une pensée du poème, c'est aussi important pour que l'on se rende compte que lire des poèmes, c'est pas simplement se faire plaisir, c'est pas simplement être heureux et content de rencontrer quelque chose parce que ça fait écho à ce que vous avez vous-même expérimenté ou ce que vous avez envie de rencontrer. Donc ça ouvre aussi à un immense champ d'intellectualité qui n'est pas celui de la philosophie, qui n'est pas celui des autres disciplines qui ont recours à la pensée, et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, on renoncerait à entendre ce que Mandelstam nous dit de tout à fait singulier sur ce qu'il en était de vivre dans la Russie stalinienne, qui n'a rien à voir avec ce que dit le Solzhenitsyn, par exemple, qui est tout à fait autre chose. Or, c'est porté par ces poèmes. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est pour Mandelstam. Pour Pessoa, il y a une espèce d'immense méditation sur où en est la question de la métaphysique. Est-ce que c'est la pensée qui peut encore être celle de la philosophie, ou est-ce que la poésie, d'une certaine manière, doit prendre le relais? Stevens, voilà, Stevens, le poète américain, c'est la même chose. Sa définition, lui, de la poésie, c'est des poètes, c'est que ce sont ceux qui devraient écrire des fictions suprêmes. Donc il propose à la pensée la forme de la fiction, une fiction suprême, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus dans la fiction de la religion, mais qui est une fiction qui sait qu'elle est fiction, et il les définit comme des penseurs de pensée, si je me souviens bien, des penseurs de pensée jamais définitive, dans un toujours commençant cosmos. C'est très magnifique, c'est-à-dire il fait des poètes, des chercheurs qui sont au même titre que d'autres disciplines qui se servent de la pensée d'une autre manière, mais des chercheurs tout aussi importants pour nous. Si on prend par exemple la question de l'amour dont on parlait tout à l'heure, je ne sais pas où en serait la vision et la pensée de l'amour si on n'avait pas une immense collection de poèmes d'amour et de recherches sur la question de l'amour qui ont été portés par les poètes. Par exemple. Alors, sans vouloir les opposer, mais au fond, que pourrait le poème, que ne peut pas la pensée. Je pense, c'est Jacques, c'est marrant de dire je pense que le poème peut être pensif, ce qui n'est pas pareil d'abord que de dire de penser, c'est-à-dire qu'il peut se poser des questions. Se poser des questions. Mais je reviendrai quand même sur le problème de... Il y a quand même une lutte à l'intérieur du moment où on écrit de la poésie, parce qu'il y a quelque chose qui travaille à contrario du poème. Parce qu'on a l'impression que c'est... On sort le poème. Mais non, il y a quelque chose qui est là aussi pour le détruire. Le détruire parce qu'effectivement, il y a de l'interdit dedans. Alors, je ne suis pas comme vous, je n'irai pas dire l'inceste, parce que je vais faire mon incise sur l'inceste.
moi je pense que par rapport à la poésie que j'écris, la présence de ma mère est hyper importante. Hein. Et j'ai pas peur ça soit incestueux d'une certaine façon, incestuel plutôt, d'une certaine façon. Parce que dans l'écriture, il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut souligner. C'est la secondarisation de l'écriture. Nous ne sommes jamais dans le direct, nous ne sommes pas dans le réel avec la poésie. Nous sommes dans un moment autre. Hein, c'est très important ça, cette secondarisation. Les mots parce que les mots ne viennent pas quand vous tapez contre un mur, vous dites merde, oui, mais vous dites pas, vous dites pas tout de suite, vous sortez pas un poème en disant voilà le mur, ça marche pas. Donc il faut un peu digérer son coup, si je puis dire, pour le ressortir peut-être sur finalement cette chose terrible qui est la frontière du réel, enfin, la solidité des objets, enfin, ça peut vous travailler comment ça travaille. Donc il y a quand même quelque chose de secondaire, et je pense que même l'incestuel, pour revenir à votre raisonnement qui est intéressant, il est quand même secondaire, il est déjà travaillé, c'est plus du tout du direct. C'est-à-dire le poème il est rigolo, vous savez, ça travaille. Le poème c'est pas quelque chose qui s'avance comme ça comme un chevalier blanc, il tripatouille, hein, il change, il ment, hein, parce qu'on oublie que le poète ment, sur le grand menteur le poète. Pour dire la vérité on ment, hein, c'est-à-dire que la vérité c'est le vraisemblable dans le poème. Il ne faut pas confondre vérité et vraisemblable. Voilà, c'est un peu en sac de nœuds, si je vous raconte, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du secondaire, quand même, de l'après-cour, en seconde main, j'allais dire. C'est la seconde main, le poème. Il ne vient pas tout de suite, heureusement d'abord. Alors cette seconde main qui serait le résultat d'une lutte, au fond, c'est peut-être sur ce point-là que vous pourrez vous rejoindre. Oui, je préférerais repartir de ce que vous avez dit tout à l'heure plutôt, c'est-à-dire ce qui arrive ce qui vous a touché à la lecture d'un poème, ou la façon dont vous touchez un lecteur, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la sensation, d'une émotion ressentie au moment, paf, il y a quelque chose qui est dit, ou quelque chose qui est entendu entre le poète et son lecteur inconnu. Alors là, moi je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça me semble tout à fait cohérent, c'est qu'il y a la pensée, la parole, le signifiant, et en dessous, il y a le signifié, le visible, le sensationnel, ce qui va toucher le corps. Alors, ces deux choses-là, signifiant sur signifié, pensée sur poésie, si vous voulez, ça fait deux parallèles qui marchent et qui vont jusqu'à l'infini comme ça. Et si on en croit Euclide, les parallèles, ça ne se recoupe jamais. Jamais. Donc, si le poète arrive et fait se recouper de la parole et du visible, c'est-à-dire s'il fait une métaphore, c'est ça, une métaphore poétique, eh bien, le point qui était à l'infini se retourne à l'intérieur. L'infini est au fond de toi et plus au bout de l'horizon. C'est ça le choc sensible, le choc du corps à la lecture du poème ou bien en lisant le poème. Je veux dire, c'est la sensation qui unit le poète à celui à qui il s'adresse, un lecteur inconnu en fait. Voilà. Judith Balzo, peut-être j'aurais aimé revenir sur un point que vous développez dans ce texte, hein, sur la pensée du poème que vous avez donné pour le marché de la poésie, qui est la question du court-circuit, qui serait donc au cœur de cette pensée du poème. C'est-à-dire que le poème procéderait
du court-circuit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça touche à ce qui était dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le poème, c'est toujours de l'indirect, malgré tout. Sinon, on est dans la paraphrase, on est dans la tautologie, on est dans tout ce que vous voulez, mais quand un poème a lieu, quelque chose se produit qui précisément touche au rapport du signifié ou du signifiant, et qui introduit tout d'un coup une distance. C'est ça le circuit dont je parle. Si vous dites je suis un gardeur de troupeau, bien évidemment, Caïro n'est pas un gardeur de troupeau. Donc d'emblée, il introduit cette disjonction, comme ça, cette distance entre lui-même et son énoncé. Je suis un gardeur de troupeau. En plus, il dit je suis un gardeur, pas un gardien. Donc il introduit un mot nouveau. Ensuite, quand il continue et qu'il dit mon troupeau, ce sont mes pensées, vous voyez bien qu'on est tout de suite dans des écarts. C'est ça que j'appelle les courts-circuits. Et il n'y a pas de poème sans court-circuit. Sinon, c'est une platitude totale. Ou sans hiatus aussi. Vous dites Oui, dans si, un texte, c'est profond. Vous serez d'accord sur ce point-là. On peut le dire. C'est-à-dire. Il y a quand même un élément aussi que je voulais souligner pour ajouter à la confusion. Je ne suis pas certain que le poète sache très bien ce qu'il écrit. Ah, ça, je suis d'accord, mais c'est un autre problème. Parce que les poètes, en général, ils disent ouais, j'ai écrit ça, ouais, non, ça, c'est pas vrai. Mais pas simplement les poètes. Un peintre ne sait pas toujours ce qu'il peint. C'est le cas des artistes. Parce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas certain que ce que j'écris fasse tel effet chez un tel, d'avoir un tel multiplié par je ne sais pas combien, par un espère. D'abord, aucun texte fait le même effet sur les gens, puisque pour oublier que le lecteur, lui, il arrive, mais il arrive aussi avec son bagage, avec sa langue, et sa compréhension, voilà, donc avec son histoire. Donc là aussi, il y a une histoire de rencontre. Donc je ne suis pas certain que les poètes savent vraiment très bien, en tout cas moi oui, je suis certain que je ne sais pas très bien ce que je raconte. Je dirais même que c'est souvent les lecteurs qui m'apprennent ah ouais, t'as écrit ça, ouais, ça m'a dit ça, ouais, là, moi je ne savais pas très bien qu'est-ce que je racontais. Je crois que c'est très important. C'est très important pour souligner le problème de la non-maîtrise, en fait, à un moment donné. Parce qu'il y a quelque chose qui échappe. Et du coup, là, je suis d'accord avec vous deux, c'est difficile à ce moment-là de dire que c'est une écriture de la pensée, vous voyez, le poème, puisque ça échappe autant. Et pourquoi est-ce que la pensée ne serait pas aussi une pensée qui échappe? Je suis d'accord avec vous. C'est ça, il n'y aurait pas d'improvisation aussi, d'ailleurs, parce que vous évoquez aussi la question évidemment de l'inconnaissance, de l'inconscience, mais d'improvisation aussi, qui ne s'oppose pas forcément à la pensée. Non. Non, effectivement. Si vous voulez, je pense qu'on a une vision très souvent beaucoup trop étroite de ce que c'est que la pensée. Et précisément, le poème nous réveille par rapport à ça. Il nous instruit sur le fait que penser, ça peut passer par d'autres canaux, d'autres expériences, d'autres rencontres que ce qu'on appelle penser quand on écrit un texte de philosophie ou un roman, effectivement. Ça nous ouvre absolument à d'autres expériences. Donc ça voudrait dire que le poème est connaissance. Oui, absolument. Absolument. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler aussi de pensée du poème. Oui, oui, et c'est pour ça que je disais, les poèmes sont des trésors. C'est comme un continent, pour moi, les poèmes, c'est comme un continent qui est encore à peine exploré. Vraiment à peine exploré. Et quand on se replonge même dans des poèmes anciens, si on se replonge chez Shakespeare ou chez Dante, on découvre des choses qu'on n'a même pas encore vraiment intériorisées, qui ne font pas partie de nous encore. Alors que beaucoup de choses qui viennent par d'autres disciplines font partie de nous. Et je pense que c'est très important que les poèmes fassent partie de nous. Moi, d'une certaine manière, c'est ma bataille, ça. Le fait
beaucoup de gens puissent avoir des poèmes pour amis, pour de vrais amis, pour des gens comme des gens qui leur apprennent des choses, qui sont des compagnons. Vous ne pensez pas que les poèmes qu'on n'a même pas lus font partie de nous je pense que quelqu'un qui n'a pas lu Baudelaire, qui d'un seul coup se met à écrire sur Charnier ou sur quelque chose, il n'a pas lu Baudelaire, mais pourtant c'est passé par où, je ne sais pas comment, mais je pense qu'il y a des livres, et des textes qui sont rentrés dans la pensée, je ne sais trop comment, mais qui appartiennent à un fond comme ça, un fond qui c'est juste, oui. Ouais. C'est juste, oui. Mais pas tous, par rapport à l'étendue du continent poétique. On a encore beaucoup de choses à explorer, vraiment. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure quelques poèmes, Pessoa et Mandelstam. Moi, j'aimerais bien, si vous voulez bien, entendre un poème de Jean-Louis Giovannoni. Donc, au démarrage, j'ai une intention, je vous préviens. Et c'est un hommage à Eugène Guilluy qui était vivant, et je voulais lui dire combien, à lui, Eugène Guilluy, combien j'avais été bouleversé, et j'étais peut-être même né à la poésie par ce texte. Voilà. Donc j'ai une forme de petit art poétique. Je reprends le titre d'un de ses vers, Champonnet contre la peur. On est étrangement à la poésie. On contemple des couchers de soleil, le bord des roses, l'agonie des formes aimées. On fait ce que doit faire un poète, se placer devant le monde, chercher dans les livres et les poèmes des autres des petits signes, un endroit pour l'affût. On essaye de bouger, de vivre comme ses aînés, de mettre ses pieds dans leurs chaussures, d'habiter les vêtements qu'ils nous ont laissés, de copier leur posture. On se dit qu'avec tout cela, on finira bien par toucher son dû, le fruit de ses efforts, qu'à force de fidélité, de service rendu à toute cette beauté, on recevra en retour un paquet de mots, de quoi faire la route. Et puis un jour, c'est un linge empêtré dans la glaise, le cadavre d'une bête ouverte qui nous fait monter dans la bouche notre première poussée de mots. Le linge entre, tire en nous, cherche la plaie où loger et croître. Vers le idyllique. Et l'on est heureux que la terre partout soit pareille école. On croyait que réécrire convoquait les choses dans l'ordre, chacune selon son rang, son numéro d'appel. On croyait qu'en séparant le noyau de son fruit, on éviterait toute atteinte et que seule la beauté entrerait dans nos mots. Un jour, quelqu'un a écrit durci de matière. Ils ont dit oui à la pourriture. Et encore, le linge n'est pas ce qui pourrait le plus vite. Et là, contre toute attente, et c'est là, contre toute attente, que l'on a touché ses premiers mots, que l'on a fait sa première ponte. C'est là que l'on a découvert son assise, sa terre, car on est fait d'un tour intérieur, d'une main pétrissante que le regard ignore, une main qui tire dedans et que seul l'appel d'une autre peut ouvrir. À cela, il faut ajouter un autre jour le cadavre d'un être cher que l'on ne peut garder et que la terre gagne. C'est là que tout commence, au moment où l'on apprend que rien ne tient nos gestes, que rien ne soulage cette plaie, que la matière appelle, cherche, et c'est le fruit dévorant son noyau. C'est là qu'est née notre écriture, dans la poussée des corps, leur effondrement et leur montée, là où nos mots s'engrossent, prolifèrent contre l'étouffant, l'insupportable. C'est là où plus rien ne tient, qu'on a trouvé son enclave, sa poche d'air, pour chantonner contre la peur. Merci. Je signale que c'est un extrait de Issu de retour paru aux éditions Une. Alors c'est un poème que vous avez choisi, Jean-Louis Giovannoni. Qu'est-ce qu'il dirait finalement, parce que ça va nous permettre peut-être de boucler un peu la boucle, de ce que c'est pour vous que
l'acte du poème. C'est très compliqué, hein. C'est un mélange. Moi, je pense que je me suis mis à écrire sur des endroits où j'ai peur. Chantonner contre la peur, c'est ça. Hein. Je chantonne contre la paroi, enfin contre la paroi du cadavre. Donc écrire, c'est peut-être chantonner contre la peur, c'est peut-être faire de la musique, peut-être, comme vous dites. Moi, je pense que c'est très important, la musique dans la poésie. Hein. Enfin, la musique des mots, hein. Je ne parle pas de la musique en général. C'est beaucoup de choses, hein. C'est un arrêt, c'est une façon de figer, c'est une façon de relancer aussi le poème. Le poème, en même temps, vous l'avez écrit, vous l'avez fixé, mais il va être lu. Et donc, il va avoir une autre fonction. C'est-à-dire, il va se mettre il va générer quelque chose. Hein. Vous l'avez fait taire, d'une certaine façon, et il va générer quelque chose chez les autres. Hein. Comme il peut régénérer quelque chose chez vous plus tard, parce qu'après vous le redécouvrez, on dit ah tiens c'est bizarre, c'est étrange. Voilà. Donc voilà pour moi le poème. Alors il y a toujours de la pensée dans les poèmes, il y a toujours quelque chose mais sur n'importe quoi, hein, sur ce pouf, il y a aussi de la pensée. Hein, si on peut s'amuser à réfléchir à partir de là, sur un objet. Donc tout génère de la pensée, hein, on est d'accord. Donc pourquoi pas la poésie, hein. En même temps, c'est pas vraiment de ça qu'il est question. C'est-à-dire, vous ne dites pas, c'est pas la question que le poème générerait de la pensée. C'est pas tellement ça. Ce que vous expliquez depuis tout à l'heure, en fait. Ça serait vraiment les poèmes comme pensée. Le poème comme pensée, en tant que sa façon de penser est singulière. C'est ce que j'essaie de dire depuis le début. Qu'il y a une singularité de la pensée dans le poème et que, pour moi, ça n'a pas de sens, du coup, de le mettre en extériorité de la pensée. Ça participe d'un anti-intellectualisme qui est quand même très, très dommageable. En plus, la pensée, on en a besoin. Je ne pense pas qu'on croule sous la pensée à l'heure actuelle. Une pensée un peu consistante, un peu forte, dans tous les domaines les plus essentiels de la vie, où est-elle aujourd'hui? Elle nous manque. Donc je n'aime pas beaucoup l'idée qu'on va penser que le poème est écrasé par la pensée, par exemple. Il n'y est pas. Il n'y est pas d'aucune façon. Pour vous, ce serait la condition de la consistance du poème? Non, c'est pas non plus la condition de sa consistance. C'est, d'une certaine manière, il ne fait pas exprès le poème de penser. Il pense, comme le dit Caïro, il pense avec ses mains, avec ses pieds, avec sa bouche, avec ses nez, avec ses oreilles, etc. C'est le mode sur lequel la pensée est présente chez lui. Gérard Pommier, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais citer saint Thomas d'Aquin. Videre et audire non differt. C'est ça. Le point d'éclatement de la subjectivité, c'est au moment d'une comparaison qui s'équivaut entre visible et audible. C'est encore une fois le recoupement signifiant sur signifié que fait un poète en écrivant une métaphore quelconque. C'est entre du visible et de l'audible. Voilà ce qui fait une étincelle subjective qui met l'infini, comme j'ai dit tout à l'heure, au-dedans de nous. Donc, c'est à partir de ce point tout petit que nous pensons, c'est-à-dire à partir du moment où, grâce à la poésie, nous sommes un sujet. Et tout le monde, tout être humain qui parle, est un poète en puissance. Ce n'est pas seulement les gens qui écrivent de la poésie qui sont des poètes, mais c'est tous les gens qui rêvent et qui n'arrivent pas à dire leurs rêves. Comme je disais tout à l'heure, au réveil, clac, le poétique du rêve s'oublie. Voilà. Alors il y a, je dirais, cette universalité de la poésie pour tout un chacun. Et puis il y a un certain nombre de poètes qui écrivent des poèmes, qui n'oublient pas leur poésie, qui écrivent des poèmes pour s'adresser à quelqu'un qu'ils aiment. Il y en a beaucoup, énormément, mais c'est de la poésie purement privée. Ça n'intéresse personne, donc ça ne les intéresse pas de publier. Ils ne publient pas.
sauf ceux qui sont prêts à la poésie, c'est-à-dire les poètes qui publient qui ont écrit un poème pour une femme aimée, par exemple, et puis qui la publient. C'est de la vie privée qui part dans le public. Alors là, il y a beaucoup de poésie de ce genre. Il y a la Dante, il y a Cavalcanti, c'est un nombre innombrable de poètes qui écrivent par amour de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est une poésie à base purement privée. Et puis maintenant, il y a quelques poètes, une partie relativement restreinte des poètes, qui écrivent non pas pour une personne aimée, mais pour un lecteur inconnu. C'est-à-dire, ils écrivent, je ne vais pas employer de grands mots, mais pour un lecteur universel. Ils écrivent au passé, au présent et au futur. C'est-à-dire, selon l'infini actuel d'Aristote, ce qui veut dire que Lycophron est un contemporain de Verlaine, est un contemporain de Célan. C'est la même chose qui résonne, le même point, je dirais, d'intériorisation de l'infini. Et ça, c'est pas de la pensée. C'est ce qui fait penser, ce qui n'est pas pareil. Bon, je ne sais pas si je suis clair, j'ai l'impression, pas forcément. Cette singularité, Judith Balzo, du poème, en tout cas cette singularité de la pensée du poème, elle passe par quoi? Qu'est-ce qui serait irréductible alors au poème? D'une certaine manière, je dirais l'obscurité. C'est-à-dire, mais sous différentes formes. L'obscurité, parce que le poème, comme vous l'avez dit, est obscur souvent à celui qui l'écrit. Il est souvent obscur à celui qui le lit. Sauf que c'est une obscurité qui est de la lumière. C'est pas une obscurité gratuite. C'est pas une obscurité pour faire obscur. C'est une obscurité parce que le poème a buté sur quelque chose et qu'il n'y a pas d'autre manière de le rendre que d'une façon qui, en un premier temps, est obscure. Donc, c'est une des grandeurs, je trouve, du poème, de nous habituer à l'obscurité, de nous habituer au fait qu'on peut penser dans l'obscurité. Pas toujours parce que la chose est élucidée, et lumineuse et présente devant nous sans aspérité. Sur ce qui serait irréductible au poème. Parce que Judith Balzo parlait donc de cette singularité. Oui, non, mais je suis assez d'accord qu'effectivement le poème peut être d'accès difficile, il faut s'accommoder. Hein, c'est comme si vous rentriez dans l'eau précipitamment, il fait froid, mais après au bout d'un moment on s'accoutume. Hein, je veux dire, là aussi, il y a un poème, il faut quelquefois le lire plusieurs fois. Il y a quelque chose de la persévérance quelquefois dans la lecture de la poésie, parce qu'elle ne se révèle pas tout de suite. Parce qu'il faut dire qu'on arrive avec notre appareil de pensée, hein, quand on arrive dans le poème, quand on arrive avec notre langue, et puis on tombe sur une autre langue. Donc il y a peut-être un travail de traduction à faire, même si elle est en français, hein, je veux dire. La traduction est valable constamment. On passe son temps à essayer de traduire ce que dit l'autre, hein, parce que c'est pas certain qu'on ait compris ce qu'il a dit. Donc, je pense que dans le poème, effectivement, il y a ça, et que le poème porte ça. Alors là, je suis assez tout à fait d'accord avec vous. Il porte ça, il oblige à se dire qu'il va falloir qu'on traduise quand même. Bon, il y a des poèmes qui sont faciles d'accès. Hein, on n'est pas en train de dire tous les poèmes, voilà, il faut 12 heures, laisser reposer 12 heures, sinon avant de pouvoir cuisiner, mais non. Mais je pense que quand même on a affaire toujours à une autre langue, une autre musique, un autre phrasé, que bon, voilà, on arrive avec le sien, qu'il va falloir s'accommoder, hein, ça chante pas pareil. Hein, Oui, cette part de la discussion me fait penser à un poème d'Emily Dickinson qui dit, je vous le lis en français, là j'ai pas
c'est la traduction, tant pis. Je cherche l'obscurité jusqu'à m'être totalement ajusté. C'est un travail grave, de douce austérité. Et je trouve que ça peut décrire aussi bien la façon dont le poète travaille, le fait de chercher l'obscurité jusqu'à être ajusté à elle, c'est-à-dire jusqu'à justement être capable de distinguer entre ce qu'il faut garder, ce qu'il faut écarter, ce dont vous parliez tout à l'heure. Et en même temps, pour le lecteur, on est pareil. C'est-à-dire on va être d'abord plongé dans l'obscurité, éventuellement, du poème, et puis on va s'ajuster peu à peu. Et c'est ça, pour moi, la merveille de la lecture de la poésie. C'est aussi parfois sa fatigue, mais c'est sa récompense. Le fait qu'on ait cette traversée et qu'on se déshabitue de l'idée que le langage c'est fait comme ça, pour communiquer, pour parler, que tout est simple. Non. Franchement, le poème nous réveille quant au langage. Peut-être que si parmi vous, certains souhaiteraient poser des questions, n'hésitez pas, aux trois invités ici présents. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une conclusion. Il me semble que les points de vue de Gérard Cormier, de Gilles Picasso et de Jean Giovannini ne s'excluent pas, et que Gérard Cormier parle de l'expérience initiale de tout être humain dans son rapport à l'origine physique, maternelle, etc. Et dans sa rencontre avec le langage, la coupure que fait le langage dans l'être humain, qui devient humain. Et ensuite, Judith Bachelot parle de la poésie comme tradition, comme pratique, comme Jean-Giovanni avec sa propre expérience. Mais personnellement, j'ai pas vu d'opposition. Ça me semble. Voilà, ça me semble une illusion de séparer les points de vue qui ont été exposés. Il y avait peut-être quand même une petite opposition sur les oppositions, justement. Merci. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose qui a été dit par M. Giovanni à propos du monde, n'est-ce pas, qui serait à l'origine de l'écriture d'un poème. Je me suis souvenu d'une expression des Bourgeois qui parlait à propos de sa poésie et de la genèse du poème, de la cadence. C'est quelque chose qui comme une rumeur, comme un rythme. Et c'est pour cela, je pense, que quand on écrit de la poésie, on est confronté à la fragilité de cette parole, à la fragilité de ce qui vient, et qui est complètement incertain. Et ça va évoluer d'une manière qu'on ne soupçonne pas. C'est pour cela qu'il y a comme un travail, mais il y a sans doute c'est quelque chose qu'il faut capter, qu'il faut saisir, et qui est peut-être plus qu'un mot, qu'une parole définie. Un rythme, quelque chose qui vient, qui demande à être exprimé. Nous, les humains, avec la parole. Mais juste là. Merci. Je ne sais pas si je vais bien vous répondre, mais il me semble effectivement que le poème travaille le poète. Hein, le travail, cette chose qui est à l'intérieur. Alors, moi, j'ai parlé d'image mère parce qu'elle condense, elle condense d'une façon puissante quelque chose qui a besoin effectivement d'être développé, écrit, parcouru, sauté à pieds joints, je ne sais pas, il faut faire quelque chose avec parce que de toute façon, c'est comme une cocotte minute, hein, c'est pas pour moi. Si je ne fais pas quelque chose, ça ne va pas. Quoi. Il faut gérer avec son compte cette image mère. Voilà, donc, mais je pense que c'est très important de dire que cette image mère, enfin ce poème qui essaye de naître, enfin, ce petit truc qui essaye, qui titille, travaille l'intérieur de l'homme ou de la dame qui écrit.
Hein, on est travaillé par le texte. Hein, c'est pas seulement nous qui travaillons le texte. Hein. Oui, bonsoir. J'aimerais bien qu'on facilite un peu la signification de la pensée, de la poésie pour le public, parce que je ne sais pas si j'écris un poème trop compliqué, même qui décrit ma vie, ou je ne sais pas, la société où je vis, sera personnel et en même temps compliqué pour le public. Moi, je parle comme ça et je veux bien poser la question. Qu'est-ce qu'on fait de la pensée, de la poésie pour faciliter, aimer les poèmes, la poésie au public? Merci. Et vous savez, c'est une question qui est souvent posée à tous les artistes. Elle est posée aux peintres, elle est posée aux musiciens. Le problème, c'est que les artistes ne se déterminent pas par rapport au public, je suis désolée, ils se déterminent par rapport à ce qu'ils ont en eux et qu'ils ont besoin de dire. Ensuite, le lecteur comprend, le lecteur aime ou n'aime pas. Ça, c'est l'affaire du lecteur. Mais on ne peut pas, je veux dire, un artiste, c'est pas quelqu'un qui vend des disques. Vous comprenez, c'est quelqu'un qui est obligé de partir de ce qui, en lui, a besoin de naître et de se dire aux autres. Après, il y a des cas où beaucoup de monde est là pour l'entendre. Victor Hugo, par exemple, il avait beaucoup de gens qui l'écoutaient quand il écrivait des poèmes. Il y a d'autres poètes qui sont beaucoup plus solitaires, mais ça ne décide pas de la qualité du poème pour autant. Merci. C'est pour revenir un petit peu sur la question de Madame, sur ce qui s'est dit avant. Est-ce que vous avez dit à un moment, ou c'était peut-être hier, sur le fait qu'avec le génétique, on a pensé du poème, et le poème l'a pensé, et puis une question qui s'adresse un petit peu à Jean-Luc Giovannoni qui a renversé un petit peu la discussion à un moment. J'ai l'impression que le problème est pris un peu à l'envers, dans la mesure où on partirait de l'a priori selon lequel la pensée est le mécanisme, ou pourrait être le mécanisme de la poésie, alors que, comme vous l'avez dit Madame, la pensée, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui appartient plus à d'autres disciplines, comme la philosophie, ou ce genre de choses. J'ai l'impression que dans la poésie, il y a quelque chose qui apparaît, et qui n'est pas de l'ordre du processus de réflexion a priori, ou en tout cas, j'ai l'impression que, bon, je me permets, mais je dis ça en toute simplicité, j'ai l'impression qu'un poème qui procéderait d'une idée a priori serait un mauvais poème, d'une certaine manière. Et du coup, j'ai envie de poser cette question, en fait je dis à Jean-Louis, mais à tout le monde en fait, cette question de est-ce que finalement l'intitulé, ça ne devrait pas être plutôt quelle vérité apparaît dans le poème, ou quelle est la forme de la vérité, quelle est la forme de vérité de la poésie, quelque chose comme ça. Excuse-moi, mais tu relances un autre sujet sur le problème de la vérité. Tout à l'heure, j'ai un peu esquissé autour de voilà, est-ce qu'on est vrai dans le poème? Ça, c'est vraiment une longue discussion. Mais je pense qu'on n'a pas compris. Je me fais le défenseur de M. Pommier. On n'a pas compris qu'est-ce qu'il dit. Il dit une chose importante. Il dit que la poésie précède la pensée. Hein, c'est pas le contraire. C'est pas la pensée qui fait qu'on fait de la poésie. Hein, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce qui vient le plus naturellement, et ça, c'est très intéressant même dans les traditions orales. Je pense que je suis corse, donc dans le temps, la tradition orale, la poésie corse est très très importante dans une tradition orale. Donc, ça se transmet donc
Donc ça existe aussi, il n'y a pas que des formes savantes, c'est très savant puisque c'est en vers maintenant. Voilà. Donc je pense que la poésie amorce des chemins, enfin j'allais dire des tas de chemins possibles, des perspectives, elle remue, enfin, elle est vivante, et du coup, effectivement, elle peut entraîner de la pensée. Il y a des philosophes qui ont pêché et qui pêchent, il y a des penseurs qui pêchent chez des poètes en disant « Ah, cette phrase-là, elle me fait penser. Hein, » voilà. Je veux dire. Et je pense que quand on lit des poèmes, on se met à penser aussi. Il ne faut pas voir qu'on ne reste pas comme ça, tu vois, c'est pas un électrochoc quand même à ce point-là. On se met à penser, à rêver, enfin, des tas de sensations, faire remonter sûrement des souvenirs personnels en plus. Souvent des images qui sont à soi, enfin, des choses à soi qui deviennent, je dis quand on lit un poème, des expériences, parce que bon. Mandelstam, excuse-moi, mais tu peux pas, t'étais pas là-bas, hein, c'était pas là où il était, enfin, au mieux pas. Donc tu vas comparer avec quelque chose, une expérience qui était personnelle. Alors je pense pas que la pensée précède le poème. Je pense que c'est sans ça, on l'a dit. Mais je pense que tout le monde l'a dit là. Hein, tout le monde l'a dit. À ce moment-là, on fait un traité de philosophie, on ne fait pas de la poésie. Le poème jaillit d'un magma. Le magma qui peut être ce qu'on appelle nocturne, dans l'ajustement du nocturne de ce qui est sombre. De là, on voit mieux la lumière, on jaillit la lumière, mais ce magma, il englobe toute la vie du poète intérieur. Donc sa pensée, sa libido, sa musique interne, ses couleurs, ses images, si possible des images qui vont être multiples. Donc effectivement, là on va revenir à une définition de la poésie. On dit qu'il y a de la poésie qui est purement sonore, comme on disait tout à l'heure, qui peut être de la poésie d'image pure. Mais là, pour moi, la poésie absolue, elle englobe de tout. Et si ça jaillit vraiment du volcan et du magma, on a un poème réussi qui englobe. Et la pensée intérieure n'est pas préconçue, comme disait tout à l'heure, c'est pas de la pensée arrêtée, c'est un magma de pensée de tout ce qui fait partie de notre vécu et qui jaillit dans une forme de pensée totalement nouvelle et qui peut être aussi précurseur de la pensée conceptuelle à nouveau, comme vous disiez, le philosophe qui va rebondir sur le poète. Il y a des l'Odyssée qui a existé avant les philosophes, la mythologie, etc. Et c'est une espèce de précurseur, sachant que cette pensée elle est forcément en expansion, puisque le grec. J'ai encore deux petites questions et puis après on fera le. Peut-être une question pour Madame. Vous avez parlé de poésie comme en recherche d'obscurité. Moi je me pose la question, un poème, pour être un poème, faut-il qu'il soit nécessairement obscur? Cette obscurité n'est-elle pas peut-être la conséquence de la déconnexion entre des idées que l'on veut exprimer avec la faiblesse des mots? Mais est-ce que l'obscurité en soi est un objectif pour qu'un poème soit bon? Non, je n'ai pas dit que c'était un objectif d'ailleurs. J'ai dit que ça pouvait être une caractéristique du poème. Et pour des raisons intrinsèques au poème. C'est-à-dire qu'un poème, c'est pas simplement l'alignement de phrases tel que je suis en train de le faire, là par exemple. Le poème, ça suppose un travail sur la langue, un travail bien particulier, et qui, quand il s'agit en plus d'une certaine manière, de prendre sa distance avec l'espèce d'invraisemblable bavardage qui est le courant de la langue, forcément ça produit des obscurités. C'est-à-dire que si vous voulez dire quelque chose qui est par exemple tout près de votre cœur sur la question de l'amour aujourd'hui, vous n'allez pas le dire d'une façon immédiatement transparente. C'est pas vrai. Vous allez forcément faire une proposition qui va déplacer les choses. Et donc peut-être que pour vous-même, ça sera obscur. Certainement, même pour vous-même, ça sera obscur au départ. Et pour votre lecteur aussi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand vous regardez un magnifique tableau, est-ce qu'il n'y a rien d'obscur sur le tableau?
Bien sûr que si, il y a 1000 choses obscures. Bien, c'est la même chose dans les poèmes. Oui, bonjour. En fait, j'ai passé au tout début de la conférence, mais je voudrais réagir juste sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il y a dans la philosophie une sorte d'insuffisance, dans quelque chose qui humilie la sensibilité? Par exemple, chez Kant, la morale kantienne, on fait ce que n'importe qui devrait faire, et au fond, personne n'a envie d'être n'importe qui, on a envie d'avoir une vie qui a du sens, on peut se suicider, quoi, tout simplement. Et peut-être aussi quand vous parliez de la définition de la poésie, ça me fait penser à la définition de l'être humain. On ne peut pas trop donner de définition, mais on sent quand on a affaire à un être humain et on sent quand on a affaire à de la poésie, peut-être quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, là, c'est surtout, pour ce qui est de la philosophie, quelqu'un comme Kant, mais comme Heidegger, c'est des gens qui n'installent pas l'existence dans la sensibilité, et peut-être que le problème, il est là, et qu'on sent qu'il y a un manque dans la philosophie. Quelque chose... Ça, c'est certain. C'est-à-dire ce qui nous a marqué, ce qui nous a touché, c'est comme si c'était pas... On n'en tenait pas compte, c'est des bulldozers, les Kant, les Heidegger, les Hegel, c'est des rouleaux compresseurs, quoi. On a l'impression que... Oh là là là. J'ai caricature un peu, mais pas tant que ça. C'est une autre discussion, parce que par exemple, si vous prenez quelqu'un comme Hegel, je ne le définirai pas comme un rouleau compresseur. Il faut se rendre compte que Hegel, c'est quelqu'un qui a été contemporain de la Révolution française, Kant aussi, qui a d'ailleurs écrit un texte magnifique de salut à la Révolution française. Donc ce sont des gens qui ont été contemporains d'un moment où le monde tournait sur ses bases. Et ensuite, il a élaboré un grand système pour essayer de comprendre ce qui s'était passé là. Mais si vous voulez, je ne dirais pas symétriquement que la philosophie, quand elle démarre, quand elle commence à penser, je ne dirais pas qu'elle est privée de la sensibilité. Ça, je ne crois pas. Je me permets de parler de rouleau compresseur au sens où ils ont réponse à tout. Enfin, en tout cas pour ces exemples-là. Peut-être chez Merleau-Ponty, ça serait peut-être moins vrai, parce que là, il s'adresse au centre encore mieux d'expérience, mais pour des gens comme Hegel, par exemple, il a quand même une réponse à tout. Non. Non. Mais ça, c'est une autre discussion. Il faudrait discuter de la philosophie, c'est vraiment une autre affaire. Merci infiniment, merci à tous les trois, et merci à vous. Merci beaucoup. Demain, donc, le marché de la poésie rouvre ses portes à 11h30 jusqu'à 21h30. Vous avez tout le programme de ce qui va se passer.